Donc, euh, on va passer au symposium qui s'appelle le Language Matters, Perspectives from Quebec English-Speaking Networks. Alors, la partie symposium, question de langue, point de vue des réseaux québécois d'expression anglaise. Nous avons 3 panélistes qui vont parler de certains sujets. Par la suite, on aura une discussion en panel et vous pourrez soumettre vos questions par le clavardage. Alors, Jennifer Johnson sera la première. Elle est bien connue, directrice exécutive d'un réseau, donc le CHSSN, donc du réseau communautaire en santé et services sociaux de la Fondation québécoise de la santé communautaire et des services sociaux. Voilà. Elle s'occupe de problèmes d'accès aux services sociaux et de santé pour la communauté anglophone du Québec depuis 1995. Bienvenue, Jennifer. Merci beaucoup. Merci, très heureuse d'être là et d'avoir pu entendre la présentation d'Eva, très intéressant. C'est très bien lié à certains sujets que je vais aborder. Confirmez que vous voyez la présentation et ensuite on va commencer. C'est bien en plein écran, tout va bien, parfait. All good. All right. C'est bon, parfait, on commence. So, language does matter. Absolutely. Oh, wait a second. I have to turn off my translation. Oh dear, it's disappeared more. Désolée, l'interprète était dans le mauvais canal. Donc, la langue est importante. Je m'écoute en français, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est important, la langue. Et c'était quelque chose qu'à titre d'organisme, on a travaillé pour le conscientiser et soutenir les collectivités à travers le Québec, de traiter ça donc dans leur propre collectivité. Et aujourd'hui, donc, je vais prendre l'occasion de vous parler d'une partie de la recherche qui a été effectuée récemment et dont vous n'êtes peut-être pas au courant et qui pourrait intéresser vos collectivités. Et c'est également un excellent exemple de l'importance de la place des communautés pour traiter ces enjeux d'obstacles linguistiques aux services sociaux et de santé. Ça, c'est pour placer tout le monde dans le bon contexte mental. Nous croyons que la langue, c'est un déterminant de santé et c'est tout au sujet de la relation entre la langue et les résultats de santé. La présentation de Eva vraiment illustrait ça très bien, l'importance de la communication, la capacité de communication d'un patient dans la trajectoire santé de leurs propres soins. Et donc, c'est quelque chose qui génère, c'est le moteur d'à peu près tout ce que l'on fait. Le CHSSN travaille donc avec toutes les collectivités anglophones du Canada et beaucoup dans les secteurs de santé et services sociaux. Et avec ces organismes, nous avons un genre de philosophie de développement. Ses racines sont dans une approche dans la population, la promotion de la population, de la santé, de la population. Et on veut adresser les obstacles et les accès accrus aux services anglophones pour ces collectivités. Et celui sur lequel je vais insister, c'est sur le développement de la connaissance. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas juste à ce sujet-là. Il y a une composante, ou il y a plusieurs autres composantes dans cet organisme sur lesquelles on insiste et nous également. Ce serait le développement de partenariats avec les prodigueurs de soins, représenter les collectivités, leurs intérêts, avec les partenaires, de faire du réseautage, conscientiser
les besoins, les défis des collectivités anglophones et la portée, bien sûr, qui se relie beaucoup à la navigation des patients dont on parlait plus tôt. Mais ça dépasse ça. C'est donc l'information sur référence, et les activités de liaison entre la collectivité, le prodigueur de soins, de services. Il y a un éventail d'activités impliquées dans ces activités de portée. Mais aujourd'hui, je vais me porter sur le développement de la connaissance et jusqu'à quel point c'est important pour que les collectivités le fassent, l'utilisent et le partagent avec les partenaires avec lesquels ils travaillent. Et de mon point de vue personnel, à titre d'organisme provincial, s'assurer que tous les joueurs provinciaux y aient accès. Donc, c'est au sujet de développer et de disséminer des recherches basées sur les preuves probantes et de partager ces pratiques exemplaires avec les partenaires importants que vous avez. Et aujourd'hui, donc, on va envisager 3 pièces de recherche importantes, récentes, qui pourraient être d'intérêt à tout le monde ici. Et ça peut être également un bon exemple. Le premier dont je vais parler, c'est les obstacles à l'accès aux hommes et pairs anglophones. Donc, on a fait des sondages où on a collecté des données sur les différences linguistiques des membres du sondage, combinées avec des données publiques, donc des recensements, la recherche qui s'est effectuée dans d'autres secteurs, pour élaborer un portrait des hommes et pairs des anglophones au Québec. Et donc, on a un partenaire qui est très dynamique. Ça s'appelle le Regroupement pour la valorisation de la paternité, RVP. Et plusieurs d'entre vous les connaissez très bien parce qu'ils sont vraiment très dynamiques. Et on s'est mis en partenariat avec RVP pour s'assurer qu'ils avaient une taille d'échantillon suffisante dans les 3 sondages qu'ils ont fait dans les dernières années. Donc, la CHSSN a pu s'assurer qu'ils avaient le bon nombre d'échantillons pour avoir des résultats valables dans leur sondage. Et donc, en 2018, on a fait un sondage somme chez les hommes au Québec avec un échantillon de 2095 avec 269 répondants anglophones. En 2020, un sur la coparentalité. Et donc, il y en avait 228 répondants pères et 211 mères. Et cette année, en 2021, un sondage sur les hommes pères, l'impact de la pandémie, 2740 répondants et 292 étaient des anglophones. Donc, on avait vraiment des bons échantillons solides, robustes pour ces sondages. Et les résultats ont été fort intéressants. Et on a trouvé des choses là-dessus, mais à part de trouver des messages, oui, les hommes anglophones avec des impacts plus importants de la pandémie, on voulait avoir quelque chose qui regroupait toutes ces informations-là, puis qui mettrait en œuvre un portrait de ce que ça voulait dire. Et donc, il y a un pôle d'expertise et de recherche en santé et bien-être des hommes, aussi ce capital national. Ils ont pris ces informations-là, les 3 sondages, ils sont sortis, ils ont numérisé la littérature qui rapportait les différences entre les hommes anglophones versus les autres de la population, puis ils ont élaboré un portrait là-dessus. Et les enquêteurs principaux, Jacques Roy, dans son rapport, a dit que c'est une occasion, cette étude, de partager
de voir être partagé entre la collectivité même, les résultats de ces sondages et la littérature. Et pour utiliser ces informations-là, concrètement, pour aider à développer, faire avancer les enjeux dans les secteurs des services sociaux et santé, ben, mais ça vient de sortir des médias. On fait une présentation de ce portrait le 26 février dans un format webinaire qui est ouvert à tous. Et je vous encourage tous à vérifier notre page Facebook ou notre site web pour s'assurer que ce webinaire-là sera visionné parce que, fort malheureusement, les hommes anglophones ont beaucoup plus d'impact de COVID en termes de détresse. Les profils qui est présenté est vraiment très intéressant. Donc, j'espère que plusieurs d'entre vous aurez l'occasion de participer à cet événement du 26 février. Par la suite, il y a les services de l'enfance précoce, la petite enfance. Ça, c'est une série de petites choses que les CHSSN ont produit, tout sur le même sujet. Et bientôt, peut-être qu'on aura un portrait global sur toute la recherche, mais pas encore. Donc, on analyse 5 composantes de recherche, analyse de la CHSSN, et vous avez la page couverture de chacun de ces documents. Ils sont tous disponibles sur notre site Web et dans notre centre de documents. De la gauche à la droite, vous avez, je pense que c'est à chaque 5 ans, le sondage du gouvernement du Québec avec l'Institut ISQ, ils font une analyse de leur vulnérabilité des enfants du Québec. Et lorsqu'on a vu les résultats de ce sondage, ils avaient déjà ventilé les résultats par commission scolaire, et puis on veut voir les différences entre les commissions anglophones et francophones. Et donc, on a vu qu'il fallait examiner ça de plus près. Donc, on a mandaté de faire cette analyse en examinant les variables linguistiques. Et donc, avec les enfants anglophones, à savoir s'ils sont dans les écoles francophones ou anglophones, et comparé aux enfants francophones. Les résultats étaient vraiment fort intéressants et j'aurai une diapo pour vous illustrer ça bientôt. On a complémenté ce sondage avec des profils sociodémographiques d'enfants de 0 à 5 ans, leurs parents. On a fait des analyses, donc, en 2016, des informations de sondage avec un bon profil sociodémographique qui montre de grands niveaux de vulnérabilité de ces groupes-là. Puis, on a fait une analyse basée sur les sexes de ces mêmes informations pour les hommes et femmes, donc les hommes et pères. Et donc, il y a également des compilations là. Et il y a également des résultats intéressants là. Et finalement, on a fait un sondage cet été, en mai et juin, sur les parents anglophones. On avait 1700 répondants. J'ai une diapo ou deux pour vous illustrer ça sur ce sondage également. Donc, vous voyez, c'est un bel échantillonnage sur le sujet et c'est fort intéressant, donc, de voir les vulnérabilités de ces populations-là. Dans la première étude, c'est le sondage sur le développement des enfants en préscolaire. Et ça montre les enfants anglophones et francophones. Lorsqu'on regarde les 5 domaines de vulnérabilité analysés dans l'étude, donc à gauche, on a la santé physique et
En bleu pâle, on a les francophones, en bleu foncé, les anglophones. Et on peut voir que même avec le bien-être et la santé physique, 16 des enfants sondés anglophones montraient des signes de vulnérabilité dans ce secteur-là versus 9,8. Et donc, on peut voir que c'est à peu près partout. Donc, les anglophones ont plus grand niveau de vulnérabilité dans les 5 catégories principales. Et lorsqu'on regarde tout à droite, dans au moins un domaine, on peut voir que 1 sur 3 enfants versus 1 sur 4 enfants montrent des niveaux de vulnérabilité dans au moins un domaine de ces indicateurs de vulnérabilité de compétences sociales. Immaturité, maturité sociale, émotive, langue cognitive, aptitude de communication. Donc, ce sont des indicateurs pour dire que les enfants montrent des plus hauts niveaux de vulnérabilité lorsqu'ils arrivent à la maternelle. Et donc, il y a beaucoup plus dans ces études qui montrent des questions que l'on a analysées pour aider à expliquer pourquoi, mais on n'a jamais vraiment une grande compréhension de pourquoi dans ce sondage. Et dans un effort pour examiner et peut-être expliquer certaines de ces différences dans les sondages qu'on a fait cet été, l'été dernier, on a demandé aux parents eux-mêmes au sujet des obstacles qu'eux, ils vivaient. Et on voit ici l'importance que ça a pour vous de suivre donc des trucs en anglais. Et on voit des services spécialisés, les activités de la petite enfance, le soutien aux parents. Et donc, la plupart des gens disent oui, on voudrait avoir du suivi. Donc, 98 97 Donc, les parents disent effectivement que ce type de service, ils veulent les avoir, que ce soit offert en anglais. Mais lorsqu'on regarde, est-ce que c'était difficile à trouver ces services en anglais? Est-ce que vous les vouliez? Mais on voit 80 73 74 67 qui disent oui, c'était difficile de les trouver. Et bien sûr, il y a des variantes dans les résultats dépendant des régions où ils sont situés. Comme Eva a mentionné dans sa présentation, ceux qui sont sur l'île de Montréal par rapport à l'extérieur, ça présente des différences dans la capacité d'accès aux services anglophones. Donc, ce qu'on essaie de faire avec ces ressources, et recherches, on essaie de mettre sur pied un argument, une raison, une logique pour améliorer l'accès aux services anglophones, à la petite enfance dans les collectivités. Et on veut essayer d'aider la promotion d'un accès amélioré à ces services. Le résultat désiré, c'est d'améliorer l'accès à ces apprentissages plus précoces en langue anglophone. Et donc, on voit qu'il y a 5 façons d'améliorer la chose. Une, c'est la mobilisation des collectivités. 2, c'est l'éducation, la conscientisation du secteur de la petite enfance pour qu'ils comprennent les besoins de la clientèle anglophone mieux et d'améliorer donc, qui améliorent leur rôle, d'élaborer, d'offrir des services anglophones adaptés, meilleurs à la collectivité et d'adapter les services existants. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, d'être capable d'aider les producteurs de services pour qu'ils engagent mieux les enfants anglophones dans leur programmation, d'élaborer et d'aider les collectivités, les groupes
implanter des services pour les enfants anglophones et de faire la recherche qui est requise, bien sûr, pour promouvoir le développement de ces services. Donc, on parle aux familles, au ESDC, l'appareil gouvernemental qui analyse la petite enfance et on fait la promotion de ces services-là pour les collectivités anglophones. Et je vais vous dire qu'avec la preuve probante, l'approche et les collectivités même, les choses regardent pas mal. Je ne peux pas dire qu'on a eu des succès parfaits, mais donc ça va pas trop mal. Ma dernière composante de la recherche, basée sur les preuves probantes et basée sur ce qu'Eva présentait auparavant, c'est une initiative pour améliorer l'accès aux services de santé et de services sociaux pour ceux qui doivent voyager entre provinces pour ces navigateurs de patients dans la partie de l'Est du Québec. Donc, moi, je suis reliée au directeur exécutif et ce projet de navigateur de patients et pour bâtir cette base, ces preuves provantes, on a fait un projet très poussé et cette évaluation fournit la preuve nécessaire pour aller chercher des financements additionnels, assurer la sécurité à long terme du projet, etc. Et donc ici, je vais simplement vous donner les résultats de l'évaluation et on continue donc à envisager la chose comme étant quelque chose qui devrait être davantage exploré. Et la bonne nouvelle, c'est que le succès de ce projet et d'autres encourage le développement de projets de navigateurs de patients ailleurs. Steve, mon navigateur de patients, vous le voyez, sa photo ici, c'est notre navigateur de patients à la Ville de Québec, puis il aide les patients une fois qu'ils ont la vie qu'il faut qu'ils aillent, qu'ils se rendent à Québec avec quatre choses principales, la logistique de voyage, d'aller chercher de l'aide pour se rendre et revenir de l'hôpital, parce que ça implique toujours un séjour de nuit. Et il faut se souvenir que certains de ces patients voyagent de si loin que s'ils se rendaient à Québec de la Caroline du Nord, par exemple. Donc, c'est un territoire très vaste que les gens parcourent et j'ai deux partenaires francophones qui essaient de comprendre pourquoi on fait ça. J'ai dit, essayez d'imaginer que quelqu'un vous dise que votre médecin à Québec, il faut que vous alliez en voiture jusqu'à Boston puis que vous obteniez tous vos services dans un hôpital de Boston. Parce que c'est à peu près quelque chose comme ça qui se passe pour quelqu'un de Gaspé qui doit venir de Gaspé jusqu'à Québec. C'est la même distance, même réalité, en fait, en termes de collectivité linguistique également. Is everybody there? Oui, est-ce que tout le monde est là? Froze for Okay. Ça a gelé pour une minute. peace. Like I didn't. On a juste, j'ai manqué la dernière phrase. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais I don't know if Zoom gave out on me. il y a eu un blanc là sur Zoom. Est-ce que vous avez terminé votre présentation? Non. Bon. Est-ce que vous êtes capable de voir? Oui. Malheureusement, moi, je ne les vois pas. Donc, We're back to your first slide. on est de retour à la première diapo. La première. Title slide. My title slide. Ouais. Ah, okay. Le titre. Does Jonathan have your slide? Est-ce que Jonathan a vos diapos? Peut-être qu'il peut partager l'écran? Je crois que oui. Je vais réessayer de partager. Je les ai prêtes. Si vous préférez que je les partage, vous n'avez qu'à m'aviser. Allez-y donc. Je ne sais pas ce qui s'est passé. I'm on slide 18.
Je suis sur la diapo 18. Donc, Steve aide avec donc les préparatifs de voyage, l'accompagnement, le soutien émotif, les communications avec les prodigueurs de soins. Donc, ça veut dire souvent que le prodigueur de soins n'est pas au courant qu'ils ont un anglophone qui vient à leur bureau et souvent, donc, Steve rentre, s'assure que le patient est en mesure de communiquer avec le médecin ou l'infirmier ou l'infirmière avec lequel qui est là pour les rencontrer. Et si ce n'est pas possible, bien, il essaie de trouver les services d'interprète requises, malgré que ce soit très difficile à faire au dernier moment. Et l'advocacy, donc, s'assurer donc qu'ils aient de l'information au sujet de leurs soins une fois rentrés à la maison, les formulaires de consentement, s'assurer que leurs formulaires de consentement soient en anglais, etc. Donc, la prochaine diapo. Et ça, donc, c'est un peu moins intéressant, mais c'est quand même important. Donc, on a fait un documentaire, on a analysé les données que Steve rassemble. On a fait des ateliers avec le personnel du projet, donc pour qu'ils sachent comment faire les entrevues. Puis après ça, on a interviewé 58 des patients, les prodigueurs de soins à Québec, dans les régions, les agents de transport, les gestionnaires de Québec, puis les organismes communautaires. Et puis, on a eu une excellente réaction. Prochaine diapo est probablement la plus intéressante à tous. La preuve qui est ressortie donc de ce sondage, c'est que les patients obtenaient un meilleur accès à l'information sur le voyage, les soins médicaux, de santé, donc médicaux qu'ils avaient besoin. Et la plupart donc avaient des problèmes de santé. Et la dernière fois qu'ils étaient venus à Québec, ça faisait 10 ans et ils ne connaissaient pas du tout la ville. Donc, le niveau d'anxiété était très élevé. Avait une meilleure expérience globale et ultimement, ils obtenaient un meilleur accès aux services en langue anglaise. D'après les interviewés, on ne pouvait pas mesurer ça, donc c'était une perception des répondants, mais ils pensaient que les résultats de santé s'étaient améliorés. Et donc, ça, c'est une analyse en continu. On va continuer à dépister les interactions avec les patients et les hôpitaux et certaines des choses qui ne sont pas venues dans les évaluations et qui sont fort intéressantes quand même. Steve est maintenant reconnu par le PDG de l'hôpital où il amène des patients et on lui demande de siéger sur les comités sur la qualité du service. Il contribue aux efforts de l'hôpital pour améliorer leur capacité de recevoir les patients anglophones. Donc, il y a un autre élément qui n'est encore pas capté dans les résultats. Et ce sont les trois composantes de recherche qui, je pensais, étaient d'intérêt pour les gens de la conférence. Bien sûr, il y en a beaucoup plus. Le site web de la CHSSN, si on peut passer à la prochaine diapo, est rempli de recherches communautaires, beaucoup d'analyses de statistiques, également
de bons cadres élaborés sur différents enjeux qui aident à comprendre les défis auxquels sont confrontés ces gens-là dans différents secteurs, par exemple le soutien des aînés, des enfants dans les écoles, des choses de la sorte. Et donc, je vous encourage fortement à nous rendre visite au site Web et d'aller voir les informations qui y sont. Donc, j'ai utilisé mon temps. Thank Je you. pense que je vais And terminer là-dessus. Alors, answering je vous questions. remercie et j'ai hâte aux questions. J'y répondrai à la fin. Donc, merci beaucoup, Jennifer. Questions that are Alors, popping up. oui, on a des questions qui surviennent. Donc, We're gonna une go through fois them. la Now it's my présentation du panel terminée, on ira aux questions. Et donc, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter la professeure Lauren O'Donnell, adjointe affiliée à l'École des affaires publiques et communautaires. Elle est attachée à Q-Screen, elle va vous en parler, basée à Concordier. Elle dirige les activités quotidiennes et qui portent sur des projets historiques et patrimoniaux. Et donc, c'est un le titre de sa présentation, c'est les réseaux de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise. Pardon. Could you see that? Yes. Vous voyez, c'est bon? Oui, parfait. Alors, Jennifer, pas de problème parce que ma présentation sera probablement plus courte. Alors, je suis très heureuse d'avoir été invitée aujourd'hui. Je connais certaines personnes présentes, mais pas tout le monde. Alors, c'est vraiment une belle occasion de partager avec vous un réseau qui pourrait vous intéresser. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter Questcreen. Je sais que c'est un acronyme un peu particulier. On le prononce Questcreen. Oui, moi, je ne suis pas trop... Je me demandais justement comment le prononcer. Oui, Questcreen. Alors, c'est Quebec English Speaking Community Research Network, donc réseau de recherche anglophone. Il s'agit d'un réseau de chercheurs, de parties prenantes, y compris le gouvernement et des gens en éducation et au sein d'autres établissements. C'est pour avoir une meilleure compréhension des communautés anglophones et promouvoir leur vitalité. Et qui nous sommes? Alors, comme je l'ai dit, nous sommes un réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise. Nous avons un comité qui s'appelle donc la table d'éducation interniveau. Nous avons 30 personnes qui y siègent. Ensuite, il y a un conseil consultatif. Nous avons aussi quelques membres du personnel, des membres de groupes de recherche et des membres à titre personnel qui composent près de 800 personnes. Ce sont les gens qui sont abonnés à notre infolettre. Et nous avons plus de 60 membres chercheurs du Québec, du Canada et de l'étranger. Il s'agit de chercheurs qui s'intéressent au Québec d'expression anglaise, aux locuteurs anglophones. À l'interne, nous avons 2 chercheurs principaux, 5 employés et nous avons des étudiants chaque année que nous engageons également, 3 en 2021. Je vais vous parler un peu de nos activités. Alors, par rapport à nos chercheurs, nos membres chercheurs, pardon, comme je l'ai dit, il y en a 63 précisément. Il s'agit de chercheurs de plusieurs établissements ainsi que des gens du privé ou des travailleurs autonomes. Si vous regardez la diapo à droite, on voit les sphères d'expertise et vous voyez que nos chercheurs couvrent pas mal de sphères, donc des arts à la jeunesse. J'ai encerclé ou encadré en rouge certains
certaines sphères qui pourraient vous intéresser particulièrement: la santé, la pauvreté, l'exclusion sociale, la psychologie, la réalité rurale, les personnes âgées, les services sociaux, les femmes et les jeunes. Si vous consultez le site web Questcreen et vous cliquez sur membres chercheurs, vous pouvez filtrer les résultats du répertoire ou du bottin pour trouver les chercheurs qui s'intéressent au même thème que vous. Si vous organisez des conférences ou autres activités, vous pourriez inviter, voilà, ces membres chercheurs. Aussi, si vous souhaitez inviter quelqu'un pour faire partie d'une équipe de recherche, c'est un autre moyen de les trouver. Les noms sont en bleu. Il s'agit tout simplement des 3 premiers du répertoire que vous avez à l'écran, mais comme je l'ai dit, il y en a 63. Vous pouvez les contacter. Les coordonnées sont sur le site web et aussi je peux vous aider à entrer en contact avec eux. Questcreen organise des événements. En fait, on a été fondé en 2008 et on approche 70 événements au total. Bien sûr, nous avons aussi des capsules vidéo sur YouTube, plus d'une 50aine. Questcreen a organisé des ateliers ainsi que des conférences, ou plutôt des séances, voilà, à la conférence ACFAS. Il s'agit donc ACFAS de l'Association francophone ou canadienne-française pour l'avancement des sciences. Voici un exemple d'événement que nous avons organisé. Ça s'appelait donc les services dans le Québec d'expression anglaise, santé et services sociaux dans le Québec d'expression anglaise, voilà en français. Cela a été organisé avec Jennifer du CHSSN. Nous sommes ouverts à d'autres idées, d'ateliers, de conférences avec divers partenaires. Pour vous donner un exemple, nous avons travaillé avec Dialogue McGill pour partager un peu de notre connaissance et pour promouvoir des activités. Alors, nous sommes très, très ouverts aux partenariats. Nous émettons également des publications. Notre personnel mène des projets de recherche et bien sûr, nos membres chercheurs en particulier publient là-dessus sur le Québec d'expression anglaise. Alors, voici quelques publications récentes, notamment de Richard Kistner. Je sais qu'il est justement au programme de la conférence d'aujourd'hui. Richard et Anne ont mené une étude intéressante qui s'appelle « Est-ce que le mouvement La vie des Noirs compte » ou « Black Lives Matter » a aidé les jeunes adultes québécois à se rétablir des méfaits psychologiques de la COVID-19. Voici une autre étude aussi à laquelle Questcreen a contribué. C'était une étude en matière d'éducation pour les étudiants à besoins spéciaux. Un peu comme Jennifer en parlait tout à l'heure, donc en contexte d'école et des besoins particuliers. Nous avons élaboré des outils de recherche. Nous avons une infolettre, premièrement, et bien sûr, je vous laisserai le lien si vous souhaitez vous abonner. Notre infolettre est le moyen de communication pour voir quelles sont nos publications et nos activités. Nous sommes présents sur Facebook également. Nous avons une bibliographie en ligne. Et même, voilà, les chiffres ont augmenté, mais on a plus de 13 000 publications répertoriées. Nous avons aussi ce qu'on appelle une bibliothèque communautaire. Je vais en parler un peu davantage. Donc, cette bibliothèque en ligne contient environ 14 000 publications sur divers sujets liés au Québec anglophone.
La dernière fois que j'ai regardé, il y en avait plus de 1000 publications qui touchent la santé et les services sociaux. Je vais vous montrer l'interface dans un instant. Et vous pouvez voir donc les sous-sujets couverts par santé et services sociaux. Ça couvre donc le système de santé, les hôpitaux, les personnes en situation de handicap, les programmes sociaux, etc. J'ai fait une recherche sur l'accès. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et j'ai eu plus de 366 résultats de ma requête par rapport au mot accès, toujours en lien avec santé et services sociaux. Beaucoup de ces études sont de nature historique, donc pas nécessairement par rapport à aujourd'hui, mais parfois sur des enjeux passés. Voici ce à quoi ressemble l'interface. Vous avez des filtres, vous les voyez à gauche, donc on peut filtrer les résultats de recherche. Bon, en ce moment, ce n'est pas en direct, mais voilà, vous pourriez normalement cliquer sur Sujet et ensuite vous avez des sous-sujets, des sous-thèmes. Vous pouvez cliquer sur ces sous-thèmes afin de voir exactement quelles sont les publications liées à ces thèmes. Vous pouvez également procéder à une recherche avec des mots-clés, avec la barre de recherche en haut. Et ensuite, vous avez une liste de publications. Vous pouvez l'imprimer ou vous pouvez cliquer dessus directement pour avoir davantage d'informations sur une publication donnée. Mais de nouveau, il s'agit d'une bibliographie. C'est tout simplement un répertoire, mais vous n'avez pas accès à l'article directement nécessairement. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez avoir accès à un article en particulier et je vais essayer de vous aider. Nous avons aussi un autre outil. Il est en fait en cours de développement. Il s'agit d'une bibliothèque ouverte communautaire. C'est un peu comme la bibliographie. Cependant, dans ce cas-ci, avec la bibliothèque, vous avez accès aux articles directement. Ce sont des articles qui ne sont pas nécessairement publiés commercialement, donc avec une maison d'édition, un numéro ISBN, etc. C'est ce que les bibliothécaires appellent une littérature grise. Donc, il s'agit de rapports, de présentations, PowerPoint, d'infolettres, différents formats, donc pas nécessairement des articles à proprement parler, mais du matériel lié au Québec anglophone. Vous pouvez faire une recherche incluant donc le contenu des PDF. Très pratique. Vous voyez l'interface ici, elle est similaire à notre autre ressource. Vous voyez à gauche les thèmes ou les sujets. Je peux cliquer, donc sélectionner santé et vous voyez sous santé des sous-thèmes pour lesquels notre base de données a du matériel. Vous voyez qu'il y a environ 150 ressources sous résultats. Voilà, 158, du moins ça c'était au moment où j'ai pris cette capture d'écran. Si vous cliquez sur l'hyperlien, vous pouvez ensuite cliquer sur un autre bouton et vous aurez accès au PDF entier. Le PDF peut faire partie donc de la recherche également à noter. Nous avons plus de 25 partenaires qui contribuent du matériel, incluant le CHSSN. Donc, les rapports du CHSSN sont bien sûr sur leur propre site web, mais aussi sur ce portail. Comme je l'ai dit, on peut y avoir accès facilement et le contenu des PDF peut faire partie de votre
requête de recherche. Voilà, je passe rapidement. Je vous invite donc à vous abonner à notre infolettre. C'est là que vous pourrez voir nos projets, nos conférences, etc. Donc, tout ce qui a trait au Québec d'expression anglaise. Je vous invite bien sûr à participer à nos événements. Vous pouvez devenir un partenaire de notre bibliothèque si donc vous produisez des rapports, des PowerPoint, etc. et vous souhaitez les rendre disponibles. Avec cette banque de données, vous pouvez le faire. Et vous pouvez, bien sûr, vous joindre à notre groupe à titre de membre chercheur. Vous avez donc notre site web à l'écran, questgren.ca. Merci beaucoup. Je vous remercie. J'ai pu pratiquer la prononciation de l'acronyme. Voilà, Questgren. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Dernière personne, Richard Walling, c'est-à-dire dernière personne pour ce segment. Richard Walling est directeur général des partenaires communautaires Jeffrey Hill. Il se concentre sur le développement des services sociaux et de santé pour la communauté minoritaire anglophone de la région de la ville de Québec. Il siège aussi sur le comité consultatif de Jeffrey Hill St. Bridget's. Le titre de la présentation, Vieillissement, une initiative de recherche-action axée sur les aînés anglophones de la région de Québec. Alors, bienvenue, Richard. Merci, Carmen. Je vais partager mon écran. Can everybody see that? C'est bien visible, c'est bon? Excellent. Alors, premièrement, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un partenariat que nous mettons sur pied en ce moment. L'idée est de soutenir, donc c'est un partenariat, tripartite. Les trois organisations sont donc Jeffrey Hill St. Bridget's, il s'agit d'une institution publique basée à Québec. C'est là qu'il y a des services en anglais et en français. Cette institution est riche d'histoire, elle a plus de 150 ans. C'est probablement l'un des noms d'institutions les plus visibles, avec le plus grand rayonnement dans la ville de Québec pour la communauté anglophone. Jeffrey Hill St. Bridget's offre plusieurs services, donc des services de CLSC en anglais, ainsi que des soins palliatifs, soins de longue durée. Donc, un grand éventail de services. Beaucoup de membres de la communauté anglophone passent par Jeffrey Hill. Nous avons aussi l'institution ou l'entité partenaire communautaire Jeffrey Hill. Bien sûr, cette entité a le même logo, donc est très proche de Jeffrey Hill St. Bridget. Nous sommes situés dans le même établissement. Il s'agit d'un regroupement. Donc, lorsque le système public ne fournit pas ce que l'on souhaite, alors on se tourne vers partenaire communautaire Jeffrey Hill. La troisième entité de ce partenariat tripartite s'appelle VEQ, Voice of English Speaking Québec. Historiquement, ces trois entités et d'autres ont collaboré afin de mettre sur pied des services collectivement. On utilise une approche basée sur la connaissance. Jennifer a parlé un peu de certaines études. Il y a justement cette entité partenaire communautaire Jeffrey Hill qui a été créée dans les années 90 à la suite de certaines connaissances qui ont été colligées.
En ce moment, nous nous concentrons sur une initiative de type recherche-action. Ce que l'on souhaite faire, c'est se pencher sur des lacunes de services au sein de notre communauté. La communauté anglophone compte à peu près 50 000 personnes à Québec. C'est plutôt concentré dans la ville, mais il y a des petites zones à Portneuf, à Shannon, Valcartier. Mais typiquement, on se situe dans le rayon de 30 km de la ville de Québec. Notre population cible dans le cadre de ce projet sont les personnes âgées. Nous souhaitons nous pencher sur comment continuer, à titre de partenariat tripartite, ainsi que d'autres partenaires dans la communauté, comment donc voir un vieillissement sain de nos personnes âgées. La définition que nous utilisons est la suivante. C'est celle de l'OMS qui nous dit qu'il y a un processus pour développer et maintenir les habiletés fonctionnelles qui contribuent au bien-être. Donc, pouvoir faire ses propres soins, apprendre, grandir, prendre des décisions, être mobile, maintenir des relations et contribuer à la société. Notre population cible, précisément pour cette initiative, peut être schématisée en pyramide. Donc, nous avons au bas de la pyramide les personnes âgées autonomes qui vivent à domicile. Ce sont des gens qui fonctionnent de manière autonome, ils font leurs propres courses, peuvent s'occuper de leur résidence. C'est la clientèle première de VEQ, Voice of English Speaking Quebec. Avec VEQ ou VEC, on veut s'assurer que ces personnes soient donc connectées et des activités culturelles, sociales, etc. Au sommet de la pyramide, vous voyez donc personnes âgées qui vivent en centre de soins de longue durée. Donc, qui vivent au foyer Jeffrey Hill ou St. Bridget's Home. Ces personnes sont bien prises en charge parce qu'ils sont dans un établissement qui prend bien soin d'eux. Mais voilà, notre population cible, pour en venir à là, sont les deux segments entre la base et le sommet de la pyramide. Donc, les personnes âgées qui reçoivent des services et des aménagements. Donc, des gens qui commencent à recevoir des services, qui vivent peut-être encore à domicile, mais voilà, qui reçoivent des services. Par exemple, des services de soins ou possiblement un aménagement particulier de l'espace. Donc, il y a une branche, par exemple, pour les personnes âgées qui ont besoin d'un aménagement physique. Et on se concentre aussi sur ces gens pour s'assurer de les maintenir à domicile avec les services adaptés le plus longtemps possible. Nous avons commencé en définissant la population, donc pas seulement les personnes âgées, mais aussi ce qu'on appelle leurs alliés. Donc, on ne se penche pas seulement sur les personnes âgées isolées, mais aussi sur les alliés, donc leurs proches, leurs amis, leurs voisins, aussi les groupes auxquels ils peuvent appartenir. Ces gens font partie du processus ou du cercle qui contribue à un vieillissement en santé. Pendant la dernière année, nous avons travaillé avec la Fondation McConnell et nous avons commencé à définir ce cadre de théorie du changement. Je sais que l'écriture est trop petite ici pour que vous puissiez lire, mais en gros, nous avons défini l'objectif ultime, soit que d'ici 2026, on peut augmenter significativement le nombre de personnes âgées anglophones qui bénéficient d'un vieillissement en santé dans la région de la capitale nationale. On découpe ceci en 3 facettes. Donc, le fait d'être connecté, avoir un bon accès et un niveau de stress réduit.
Donc, premièrement, être en connexion ou en sensibilisation, c'est de dire, est-ce que ces personnes sont en lien avec la communauté de manière formelle ou informelle? L'accès accru, c'est donc de savoir est-ce que les gens ont accès aux services nécessaires en temps opportun. Donc, dès qu'une personne est en perte d'autonomie, est-ce que la personne peut aller chercher les services? Donc, pas seulement donc, y avoir accès, mais aussi de recevoir des services voilà, qui leur convient. L'aspect du stress réduit est aussi très, très important pour nous. C'est l'idée de comment, une fois qu'on a défini leur accès, voilà, comment peut-on réduire le stress vécu autant par les personnes que leurs proches et leurs alliés, alors qu'il y a cette perte d'économie. En ce moment, l'accès pour certains services est bon, mais d'autres pour le médecin à domicile, pas tellement. Il y a des personnes aussi qui ont besoin d'un environnement plus sécurisé. C'est le genre de choses sur lequel on se penche. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est qu'il s'agit d'une approche basée sur la connaissance. Voici là où on en est. On vient de commencer le processus. On veut avoir, premièrement, un étalon, une ligne de référence. Donc, on veut avoir une base de connaissances pour avoir cette ligne de référence afin de mesurer l'évolution d'ici 2026. Est-ce qu'on atteint nos objectifs ou pas? La manière de s'y prendre, évidemment. Nous avons des bases de données quantitatives et qualitatives. Il y a Santé Canada qui nous dit, par exemple, le pourcentage de personnes âgées dans telle situation. Il y a d'autres données aussi, donc le projet Géodonnées ou Geodata Project. C'est une manière novatrice de venir disposer en couche l'information. Donc, pas seulement de cerner où se trouvent les personnes âgées, mais qui utilise quel type de service. Et y a-t-il des personnes âgées dans telle région, par exemple dans tel quartier, qui n'ont pas accès ou qui n'accèdent pas, qui ne recourent pas aux services? Y a-t-il des zones géographiques où il faut faire plus de travail de proximité? Du côté qualitatif, on veut aller collecter des données. On veut savoir qu'est-ce que les gens connaissent, de quoi sont-ils au fait, quels sont leurs vécus, quel est leur niveau de stress. Donc, nous allons avoir des groupes de discussion. En fait, il y en a eu un il y a quelques semaines. On se concentre donc à la fois sur les intervenants en établissement et aussi les intervenants autres. Donc, on parle aux gens ici qui sont en contact avec les personnes âgées directement, qui sont sur la ligne de front. Comme je le disais, il y a aussi les partenaires dans un réseau étendu. Cela peut couvrir, par exemple, des groupes liés à une église, une confession, ou d'autres types de groupes où les personnes âgées peuvent être actifs. Et troisièmement, au printemps, on aura des groupes de discussion avec les personnes âgées elles-mêmes et leurs proches aidants. Nous allons aussi mener des entrevues, des sondages. À la deuxième année, en fonction des données recueillies à l'année 1, avec Jeffrey Hale, St. Bridget, Jeffrey Hale Community Partners et VEQ, voilà, avec ces trois entités, nous allons mener 2 ou 3 initiatives par rapport à la sensibilisation, à l'accès et à la réduction du stress. On veut savoir quelle est l'expérience vécue, donc à la première année. Comme je le disais, développer un étalon, une ligne de référence. Et à l'année 2, on veut passer à l'action, donc
meilleure sensibilisation, meilleur accès et stress réduit. Il y a un processus aussi d'évaluation formative. L'une des parties prenantes clés, ici, c'est le centre d'expertise Access. On se concentre à ce moment-là sur l'accès aux services de première ligne pour les populations anglophones. Nous allons utiliser cette évaluation pour éclairer à la fois notre processus et aussi pour mesurer les indicateurs. Je souhaite remercier certaines parties prenantes, notamment les consultants McKay et compagnie, Socius.ca et InWeave. Ce sont des partenaires qui nous aident, qui font du mentorat au cours de ce processus. Je voulais juste faire un aperçu aujourd'hui des projets en cours. J'espère que nous allons pouvoir améliorer l'accès aux services dans les prochaines années pour les personnes âgées. Merci. Merci beaucoup, Richard. Un projet fort important, comme on le sait. Plusieurs jeunes dans cette population vieillissante, donc fort intéressant. Maintenant, je suis en train de regarder toutes les questions qui ont été apportées. On a déjà donné des réponses, donc vous facilitez d'une façon mon travail, mais c'est aussi plus difficile. Donc, j'ai comme sélectionné des questions ou des commentaires qui, je ne pense pas, qui ont été traités. Jennifer, Michelle Hogg dit que vous avez mentionné le besoin pour que les pères et hommes aient accès à des activités précises. Il y a un programme de jouons le samedi qui commencera en 2022. Donc, un excellent soutien et collaboration a été offert par RVP dans cette initiative. Et le lien est au clavardage. Michel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ou sinon, on va passer au prochain point. Nothing to add, I guess. Rien à ajouter. Juste que il y a un progrès intéressant et positif en termes de traiter les besoins des hommes plus particulièrement. Une amélioration importante dans la conscientisation du fait que plusieurs approches et que les groupes sont en train de le voir de cette façon-là, le percevoir comme ça. Donc, c'est pas juste... Je vois que l'équipe de Dialogue McGill est très active à partager des liens. Jacqueline Vachon a partagé un lien pour QuestScreen et John Caballeros. Jonathan a partagé des liens à Concordia. Encore d'informations sur le CHSSN. Le lien est dans le clavardage. Et également Jeffrey Hale, le lien pour lui. Et je crois qu'il y avait un commentaire au sujet de la notion d'interprète professionnel versus d'appoint par Terry Kaufman, qui a été répondu par Jennifer. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter? C'est très important parce que ça résonne avec la présentation de Sarah hier. Bowen, pardon. Le rôle d'un navigateur de patient, c'est très différent. Le nôtre, il n'est pas interprète ou traducteur qualifié. Donc, il ne peut pas traduire pour les patients, mais il y a des exemples. Je pense qu'il y en a de la région de Sept-Îles qui ont un traducteur qualifié qui fait de la navigation des patients dans les hôpitaux, qui accompagne les patients à leur rendez-vous. Donc, il y a une grande diversité de la façon dont la navigation s'effectue. Et dans notre cas, la traduction
n'est pas une composante du rôle. C'est davantage un rôle d'advocacy, donc, ou de mobilisation pour les. Et également, suite à ce que Sarah Bowen a présenté hier sur les professionnels, l'interprétation, elle commente l'équité et les services, et c'est la raison principale, sans mentionner le temps supplémentaire requis par les professionnels de la santé pour avoir un interprète, surtout dans les régions où il y a beaucoup de population de langue seconde. Lise, si vous avez une intervention à faire pour donner des détails. Donc, c'est pour ajouter aux commentaires de Terry. On est venu donc à la conclusion qu'on préférait voir des ressources bilingues dans les régions où il y a des populations minoritaires francophones, pour les régions que j'ai citées, et également pour s'assurer une qualité de service et pour obtenir que les organismes dégagent les services autour de l'environnement bilingue et que ça répond des besoins des patients. Et donc, Jennifer également a eu un point, le fait que ce n'est pas le rôle du navigateur de faire de l'interprétation. Il y a des raisons pour ça. L'interprète s'excuse, le commentaire, le son n'était pas très bon. Et je voulais ajouter qu'il y a une bonne banque d'interprètes disponible dans la province de Québec, mais ça ne fait pas partie d'un réflexe encore. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie d'encourager auprès des professionnels de la santé. Et malheureusement, ça doit être organisé d'avance, pas sur place. C'est aussi difficile à faire, donc au dernier moment. Donc, c'est une autre avenue à exploiter. Étant donné la présentation d'Eva plus tôt, je pense qu'il y a la place pour peut-être discuter de ça avec la coalition et les groupes d'advocacy pour voir comment ils pallient avec le besoin de traduction professionnelle parfois et de matériel bilingue. Je suis certain qu'il y aura davantage de collaboration avec les co-présenteurs. Lynn McDonald voudrait entendre de Richard et d'autres personnes dans la salle au sujet des obstacles aux intervenants, comme les gens qui travaillent dans les groupes communautaires, avoir accès et en utilisant la recherche. Donc, Lorraine, est-ce que vous parlez d'obstacles à la recherche ou à l'accès aux recherches? Est-ce que vous pouvez peut-être venir nous préciser? Je ne comprends pas tant. Oui, merci d'avoir posé la question. Ce que j'entends sur le terrain et que j'aimerais entendre de Jennifer ou Richard ou d'autres personnes dans la salle, c'est que parfois, il y a comme un goulot. On sait que la recherche est disponible. Les gens peuvent voir sur notre bibliographie une liste de ce qui a été publié. Ils peuvent se rendre au CHSSN et trouver les publications. Mais ma question, c'est est-ce qu'il y a des défis pour les gens à trouver le sens dans ce qu'ils lisent ou je ne dis pas que les gens ont des problèmes cognitifs. Est-ce que la recherche qui est présentée est-elle présentée de façon significative pour les gens dans leur travail quotidien? Bon, il semble y avoir un rôle de dissémination et de traduction des connaissances et très certainement de présenter les nouvelles connaissances, ça a des forces, mais il y a également des faiblesses. C'est très important. Donc, je ne sais pas si le panel veut se pencher là-dessus. Peut-être que je peux m'essayer.
Et l'expérience qu'on a vécue au cours des années, c'est que la recherche, souvent, ça prend des organismes, par exemple, dans notre cas, il y a des partenaires pour amener la recherche à un partenaire public et l'encadrer de sorte qu'ils puissent agir par après. Ils ne vont pas le faire eux-mêmes. Donc, il y a différents organismes et réseaux qui souvent se trouvent pas seulement à aider à interpréter, mais peut-être même emmener la recherche aux partenaires et pas seulement aux partenaires publics. Il y a d'autres centres de prévention ou de ce genre de trucs, mais aussi les aider à comprendre parce qu'ils vont le regarder et ils vont dire, oh, mais pour les petites minorités, les petits groupes minoritaires, ils ne sauront pas quoi faire. Donc, non seulement il faut leur amener la recherche, mais essayer de se mettre en partenariat avec eux pour qu'on puisse agir par après suite à cette recherche. Donc, de leur recadrer de façon à ce que ça puisse passer à l'action pour eux et assurer un suivi. Parce qu'en réalité, à Québec, il y a 2 de la population qui est anglophone et les gens du CIUS ne se réveillent pas tous les matins pour savoir comment ils peuvent mieux desservir la communauté anglophone. Nous, on le fait, mais il faut constamment leur apporter le problème. Et donc, c'est non seulement si important, mais comment est-ce qu'on peut leur présenter ça, ces recherches de façon disséquée qui puissent les aider à passer à l'action. Et effectivement, il y a un courtier en connaissance qui joue un rôle important. Puis Lorraine dit aussi un navigateur de connaissances, hein, intéressante comme suggestion, merci. Et je veux simplement ajouter, parce que la prochaine étape vers le bas, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'un organisme régional soit au courant de la recherche, soit mis au courant de la recherche effectuée. Et je pense que ça, c'est aussi un autre genre de goulot. Même moi, je lutte pour savoir ce qui se passe dans la collectivité de recherche. Il y a Cochrane que les gens, d'après moi, n'utilisent pas de façon adéquate parce que ça devient un dépôt de recherche dans la collectivité et j'encourage tout le monde à l'utiliser à cette fin, mais je travaille également au niveau fédéral avec Santé Canada pour tenter d'envisager comment le partage de connaissances pourrait être facilité et mieux disséminé. Je ne crois pas qu'on a atteint nos fins encore à 100 mais on est en route. Et donc, tout ça, c'est important et il faut que ça fasse partie des choses qu'on en a à faire. Et tout à fait. Et Elva, en fait, commente que à ce que Richard a dit, nous, les chercheurs, on défend et on peut avoir plus d'impact lorsqu'on collabore. Donc, est en train de mettre de l'avant ce rôle de mobilisation, d'advocacy. Brigitte Paquette, la recherche-action permet de soutenir l'adaptation des services pour améliorer l'accès par le savoir. So I think with the recherche-action, there's really a close collaboration between. Donc, avec recherche-action, il y a une collaboration proche entre les chercheurs et les preneurs de décideurs. Nathalie Boivin. La mobilisation des connaissances, le rapprochement entre utilisateurs et producteurs des connaissances demeure un défi. Souvent, la longueur des textes, la terminologie utilisée, elle suggère quelque chose comme on peut-tu innover puis avoir ma recherche en 180 secondes? And this is so true. I mean, often. Et oui, ça c'est tellement vrai. Souvent, par le passé, dans les 15-20 ans derniers, on avait des documentaires et on pensait que quelque chose qui prend 20 minutes, ça serait adéquat. Mais maintenant, on parle de est-ce que ça peut durer 30 secondes ou 1 minute? Et donc, comment s'adapter à l'explosion de l'information et comment est-ce qu'on la rend possible à l'apprendre?
Nathalie, 182nd piece. And then she adds et puis elle ajoute inform et y coller. So we absolutely know how donc il faut savoir comment l'information, on y a accès dans les médias sociaux, comment on doit ajuster nos messages à cette réalité-là. Une consommation rapide d'informations. Donc, il nous reste 1 minute et nous faisons quelque chose qui, je trouve, fort intéressant et innovateur. Merci au panel. C'était formidable. On a eu une excellente participation des gens, du public.